publié un ouvrage sur le vaudou, le énième écrit sur le vaudou, mais le premier quand même sous-titré « Un initié parle ». Alors c'est assez étrange qu'un Haïtien natif natal demande à un Français ce que c'est que le vaudou. C'est étrange, mais quand les auditeurs réfléchiront à la situation des élites haïtiennes, ils comprendront cette chose étrange. Claude Plançon, pourquoi vous êtes-vous intéressé au vaudou? Eh bien, je suis d'abord ethnologue de formation. Ensuite, j'ai été pendant 10 ans directeur du Théâtre des Nations, c'est-à-dire directeur d'un théâtre de l'État français qui avait pour but de montrer la pluralité des foyers de culture, et pas du tout de montrer qu'il n'y avait qu'une culture, la culture occidentale. Ce sont les deux raisons qui m'ont amené au vaudou. J'avais d'abord connu le vaudou dahoméen assez bien, par l'intermédiaire du prince Ao, qui est mort, qui était le petit-fils du roi Béhanzin, et qui m'avait fait entrer dans ses temples, et qui m'avait fait connaître ses Hungans, et qui m'avait fait connaître les Hunsi. Ensuite, j'ai épousé, comme vous le savez, Dominique, une femme haïtienne, qui était même une Mambo, et j'ai commencé, depuis 15 ans, à étudier le vaudou. Les premières années, j'ai raisonné comme les ethnologues, c'est-à-dire comme les gens qui regardent de l'extérieur le vaudou, c'est-à-dire que j'ai cherché à interpréter ce que je voyais, et je dois dire que je me trompais toujours. Et puis j'ai répété les bêtises qu'on entend dire si souvent à propos du vaudou, jusqu'au jour où j'ai fait le pas. J'ai demandé aux vaudouisants de devenir l'un d'entre eux, c'est-à-dire que je suis Hunsi Kanzo, et que j'en suis très content, et que j'en suis très fier. Ils m'ont fait attendre d'ailleurs de longues années avant de m'admettre. Il n'est pas très facile pour un occidental de devenir Hunsi Kanzo. Et j'ai été initié par Mathilde Beauvoir, dont je suis maintenant l'enfant, avec un certain nombre d'autres Français, en subissant toutes les épreuves initiatiques. Et donc, je crois que maintenant, je sais ce que c'est que le vaudou. Je ne le regarde plus de l'extérieur, je le regarde de l'intérieur. Cela, on le comprend bien en lisant votre livre. D'abord, vous le dites, vous racontez même certaines choses qui jusqu'à présent n'ont pas été racontées. Vous avez dû avoir, comme vous le dites dans votre livre, Claude Plançon, certaines autorisations pour révéler des étapes de votre initiation. Mais ce que je ne comprends pas, vous êtes arrivé à l'initiation Kanzo, donc à ouvrir une certaine porte par curiosité. Mais depuis que vous avez passé cette porte, il y a autre chose. Est-ce que cette autre chose est encore de la curiosité ou y a-t-il déjà la foi chez vous, Claude Plançon? D'abord, je ne suis pas entré par curiosité. Pendant longtemps, j'ai considéré le vaudou avec curiosité, avec intérêt. Mais on a accepté de m'initier le jour où je n'ai plus été curieux. C'est-à-dire le jour où j'en ai vraiment éprouvé le besoin. Maintenant, je ne considère plus le vaudou avec intérêt. Je pense personnellement que le vaudou peut apporter au monde occidental, et a fortiori au monde haïtien, bien entendu, et au monde noir, bien entendu, mais au monde occidental aussi, un mode de vie, une thérapie collective qui pourrait nous guérir de nos névroses, qui sont épouvantables, qui pourrait nous guérir du mal de l'Occident, dont tout l'Occident, vous le savez, est en train de crever. Et je pense que nous avons énormément à apprendre de ce petit peuple haïtien qui a malgré les persécutions les plus odieuses, malgré les abominations qui ont été commises contre lui par des compatriotes français et par bien d'autres, a su conserver une tradition qui nous est commune. C'est là-dessus que je voudrais tellement insister. Le vaudou n'est pas une affaire spécifiquement haïtienne. Le vaudou n'est même pas une affaire spécifique au monde noir. Il s'agit de ces anciennes religions initiatiques qui ont couvert le monde entier, y compris notre Occident. Chez nous, ça a pris la forme des cultes de Déméter, de Mitra ou de Cérès. Mais ces religions initiatiques donnaient aux hommes un équilibre, une possibilité de se relier, une possibilité de ne pas être seul, une possibilité de surmonter la mort, une possibilité de résoudre les problèmes de la sexualité, etc. Je crois donc que réellement, le vaudou peut apporter beaucoup au monde occidental et que si le peuple haïtien, ça surprend toujours, voyez-vous, les touristes qui arrivent ou les étrangers disent comment est-ce que ce peuple est si pauvre et si gai, et si heureux, et si équilibré, dans lequel il y a si peu de névroses, dans lequel il y a si peu de crimes crapuleux, dans lequel il y a si peu de voleurs, dans lequel il y a une gaieté naturelle que nous avons vue encore ces temps-ci au carnaval ou que nous voyons pendant les raras. Je pense que c'est grâce au vaudou qu'il le doit, et uniquement au vaudou. Ça, c'est indiscutable, Claude Plançon.
Tout Haïtien et tout observateur de la réalité haïtienne s'en rend compte. Cependant, vous faites intervenir quelque chose de grave et de nouveau quand même par rapport à la tradition vaudou. C'est le prosélytisme. La tradition vaudou n'est pas prosélyte. Jamais un initié, jamais un fils d'Erzuli ou de Dambala ou de Legba n'a essayé d'en attirer d'autres par zèle prosélytique. Donc, vous, Claude Plançon, venu de France, avec vos problèmes d'une culture qui, jusqu'à présent, depuis quelque temps est dans l'impasse, vous, Claude Plançon, vous découvrez nos traditions, disons, tribales, ethniques, culturelles, raciales. Vous découvrez nos traditions, vous y trouvez quelque chose, et vous croyez que ce quelque chose est applicable à d'autres cultures. Là, vous extrapolez, Claude Plançon. Non, je n'extrapole pas. Je suis certain que notre culture, notre vraie culture, c'est la culture gréco-romaine, ou la culture germanique, ou la culture celtique. C'est ça, nos cultures. Naturellement que je parle de nous occidentaux, de nous français. Je pense que c'était notre culture et que d'ailleurs, chaque fois que notre peuple a eu à se ressourcer, il est revenu la Renaissance, par exemple, a été un mouvement d'une extrême importance actuellement. Tous les problèmes que nous avons à faire face, c'est quoi? C'est le problème de l'éducation sexuelle, c'est le problème de la libération de la femme, c'est le problème de résoudre nos névroses et nos psychoses, c'est le problème de vivre en communion avec notre société, c'est de ne pas se sentir isolé. Je ne sais pas si tous les Haïtiens le savent, mais un Français peut vivre 20 ans dans un immeuble sans connaître la personne qui habite au-dessus et la personne qui habite au-dessous. On ne se salue pas, on ne se dit même pas bonjour. À Haïti, quand je croise un paysan, si je ne lui dis pas bonjour, je passe pour un voyou. En France, on ne se salue plus, on ne se connaît plus, on vit seul au milieu. Et forcément, nous assistons à une explosion des névroses et des psychoses qui dépassent l'imagination. Il n'y a plus assez de maisons psychiatriques, il n'y a plus assez de cliniques, il n'y a plus assez de structures d'accueil pour tous les malades. Je pense, c'est une opinion personnelle, je ne cherche à convaincre personne. Le vaudou ne fait pas de prosélytisme. Je n'ai jamais fait de prosélytisme, je porte un témoignage. Le vaudou non seulement ne fait pas de prosélytisme, contrairement aux religions judéo-chrétiennes, mais le vaudou demande de lourds sacrifices, demande de dures épreuves, demande une grande patience. Pour devenir vaudou, c'est très difficile. Moi-même, on m'a fait attendre 5 ans. 5 ans de dévouement, 5 ans de gentillesse, 5 ans de modestie, 5 ans de silence et d'études. Et seulement après cela, on m'a dit, bon, tu peux être des nôtres. On va voir si tu es capable de supporter ce que supportent nos frères haïtiens. Je pense donc qu'il s'agit d'une grande tradition. Le vaudou n'est qu'une branche d'un grand mouvement spirituel universel. De même que le vaudou haïtien apparaît pour une partie comme une branche, comme une tentacule du vaudou daomien. En fait, il n'est pas que ça. Vous savez qu'il est la réunion de tous les cultes de la côte ouest de l'Afrique et même de toute l'Afrique, puisqu'il y a aussi bien les services Rada qui viennent du Dahomey, les services Congo, Petro, Ibo, etc. Donc, c'est une véritable synthèse des cultes africains. Je pense que de même que le vaudou haïtien, donc, est une tentacule du vaudou africain, de même, le vaudou africain, de même toute l'Afrique, ne sont qu'une partie de ce grand mouvement qui a été exterminé par la persécution. Il faut employer les mots tels qu'ils sont. Enfin, rappelez-vous que dans notre Occident chrétien, au XVIIIe siècle, on brûle encore du monde. Dans la seule petite ville de Saint-Jean-de-Luz, qui est une ville du Pays basque français du sud-ouest de la France, qui doit avoir 18 ou 20 000 habitants, on a brûlé en trois siècles 28 000 jeunes filles. La persécution contre ce qu'on a appelé les sorcières, et qui n'était pas autre chose que le vaudou, bien entendu, ou que les anciens cultes qui luttaient pour se défendre, a touché plusieurs millions de personnes qui ont été brûlées. Persécution dont je vois de temps en temps des reflets réapparaître ailleurs, à Haïti même. Voilà donc qui est bien clair et qui situe la position de l'occidental comme Claude Plançon par rapport à notre tradition religieuse et nos traditions de peuple d'origine africaine. Cependant, en ouvrant cette porte du Bagui, vous avez aussi ouvert autre chose, Claude Plançon, dans votre livre. D'abord, il faut reconnaître un souci d'aller au-delà de ce qui a déjà été écrit comme témoignage. Et je vais attaquer tout de suite le vif de ma curiosité. Vous dites une chose à propos des deux mains, nul
ne peut servir d'une seule main. Tout homme se sert de ses deux mains. Vous justifiez ainsi, Claude Plançon, la main gauche et la main droite. Or, la main gauche est connue, mais est-ce une méconnaissance ou un malentendu? La main gauche est connue pour être celle de la magie, de la, entre guillemets, sorcellerie, de, disons le mot, du mal. Qu'en pensez-vous, Claude Plançon? Je pense que le bien et le mal n'existent pas. Je pense que Dieu n'est ni parfaitement beau, ni parfaitement mauvais. Je pense que le bien n'existerait pas s'il n'y avait pas le mal et que le mal n'existerait pas s'il n'y avait pas le bien. Je pense que le manichéisme est à l'opposé de la pensée du vaudou. Il n'y a pas de diable dans le vaudou, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon et de mauvais esprit. On nous a raconté qu'à un moment, certains ethnologues ou certains écrivains voulaient nous faire croire que les radins étaient les bons esprits et les pétros étaient les mauvais esprits. Ça n'est pas vrai. Ils sont comme les hommes, capables du meilleur et du pire, qu'ils soient radins ou qu'ils soient pétros. Ça dépend de la manière dont on les traitera. De même que Jean-Dominique, si je lui flanque une claque, va me répondre à coup de poing et deviendra donc extrêmement dur. Jean-Dominique sera charmant avec moi, il n'a pas de raison de ne pas l'être si je suis correct et si je me comporte bien à son égard et si j'agis comme je dois agir dans les règles. Eh bien, les lois, les esprits, les intermédiaires. Parce qu'il y a un Dieu unique, naturellement, dans le vaudou, c'est un mensonge. D'ailleurs, nulle part n'a jamais existé le polythéisme. Les hommes ont toujours cru partout un Dieu unique, bien entendu. Simplement, les vaudous ne dérangent pas. Dieu ne dérange pas. Dieu ne peut pas être un homme. Dieu ne peut pas se déranger pour les hommes, pas plus que pour les papillons. Dieu, c'est l'ordre du monde. C'est son grand architecte. Les lois sont comme les hommes, capables du meilleur et du pire, et ils expriment les fantasmes des hommes de la même manière. Donc, il n'y a pas de main droite, il n'y a pas de main gauche. D'ailleurs, cette histoire de droite et de gauche, il faudrait même qu'on y voit clair. Ça vient très exactement du Moyen-Âge chrétien, et même d'avant de Saint-Paul. On a toujours pensé que Dieu avait divisé le premier homme en la partie droite qui était la partie masculine, c'est-à-dire bonne, c'est-à-dire lumineuse. Dieu est un homme, n'est-ce pas? Il est représenté sous la forme d'un homme. Et puis la partie gauche qui est féminine, satanique, le sexe, toutes ces horreurs. Et c'est de ça que vient l'histoire de magie blanche et de magie noire, de main droite et de main gauche. Un homme a deux mains. Un Ongan, bien entendu, sert des deux mains. C'est pour les imbéciles qu'on dit qu'il ne sert pas d'une main. Il vous sert non seulement à vous protéger, mais aussi à vous défendre et à vous permettre de contre-attaquer. Les lois ne sont pas... C'est pas la joue gauche. C'est pas tant de la joue gauche si on prend une gifle sur la joue droite, c'est se défendre. Le vaudou vous donne le goût de la fraternité, le goût de l'amitié. Le vaudou n'a jamais persécuté personne, et Dieu sait s'il a été l'objet de persécution. Il y a des époques de l'histoire où les vaudous, ils auraient pu aussi persécuter. Ils n'y ont jamais songé. Pas plus qu'ils n'ont jamais songé à convertir de force. Ils n'ont jamais songé à aller brûler les Wulforts, les églises, alors qu'on leur a brûlé des Wulforts. Ils n'ont jamais songé à détruire les objets du culte chrétien, alors qu'on vous vous rappelez les abominables autodafés de magnifiques tambours à sauteurs auxquels a assisté Alfred Métro. Il a supplié. Bon, les vaudouisants ne sont jamais allés devant les temples protestants pour leur dire vous servez le diable comme font les protestants tous les jours en ce moment devant les Wulforts. Mais les vaudouisants ne croient pas qu'il y a le bien, qu'il y a le mal. Les vaudouisants ne sont pas assez vaniteux pour penser qu'ils détiennent le bien et que d'autres sont le mal. Ils pensent que le bien et le mal sont les deux formes d'une même chose, que Dieu peut être à la fois infiniment bon, il le prouve tous les jours dans la création, et infiniment dur. Si tu avais un enfant qui meurt d'un cancer demain, est-ce que tu trouverais que Dieu est doux? Claude Plançon, il faut quand même que l'on mette au clair ce que vous venez de dire. Parce que depuis une trentaine d'années, disons, nous assistons, nous, Haïtiens, à une prolifération de ce que vous refusez d'appeler la main gauche, c'est-à-dire des prêtres du culte qui se consacrent presque exclusivement à un commerce au profit d'individus désireux d'arriver vite. C'est ce qu'on appelle, dans un langage vulgaire, la prolifération de la main gauche. J'ai eu un témoignage, Claude Plançon. Je vais vous le communiquer et vous me direz si il est vraisemblable, c'est-à-dire s'il répond à votre propre expérience. Un Ongan de la région de l'Arcahaie, vieux bonhomme d'une habitation traditionnelle, m'a dit, mais mon fils, quand je lui ai demandé pourquoi certains baguis étaient clous en visitant son Wulfort, il m'a dit, mais mon fils, faut pas comprendre, qu'il y a diable envahi nous,
et loi guinéo chambétou retourner la caillou. Ceci traduisait une angoisse profonde de ce prêtre, de ce pasteur dans le sens du troupeau, qui sentait lui échapper ses fidèles et qui sentait aussi lui échapper le troupeau des lois. Il a dit, il faut méger ce pays, loi il faut méger ce pays, parce que trop de bagailles mal, trop de crimes à commettre. Monsieur, on a bien raison. On a bien raison. J'aurais préféré te répondre en créole, Jean-Dominique, parce que j'admire beaucoup le créole, que je trouve une admirable langue et qui est, je voudrais le dire, en tant que citoyen français, une langue africaine. C'est une langue de la famille nigéro-congolaise. Toute la grammaire du créole, quand j'entends dire par des intellectuels haïtiens en parlant de leur admirable créole, c'est un patois, c'est non seulement un mensonge, mais c'est un crime, car il s'agit d'une langue africaine qui a adopté beaucoup de mots français. Ça s'explique, il venait de quantités de groupes ethniques différents, il fallait bien qu'ils trouvent un vocabulaire commun. Mais là, toutes les structures c'est une langue africaine. Je la faisais lire à des intellectuels africains qui disaient tous, mais voilà, telle chose, telle chose est parfaitement du fond, etc., etc. Bien. Mais je voudrais répondre maintenant précisément à la question de la main, pas de la main gauche, mais des gens qui ne font que du mal. Je voudrais d'abord faire la distinction formelle entre les Oungans et les Boko. Le vrai Oungan, c'est le Oungan Hasson, hein? Et c'est le Oungan qui a le secret. C'est-à-dire, c'est ça, le vrai Oungan ou la vraie Mambo. Alors, il y a toute une catégorie de gens qui sont soit les Oungans Tchatcha, il y en a de très bons des Oungans Tchatcha, mais qui ne sont pas des Oungans. Je ne voudrais pas développer la différence. Je suis en Haïti, j'espère que les gens savent ce que c'est que la différence. Et puis, il y a en plus les Boko, qui sont une dernière catégorie, qui correspondent aux sorciers de chez nous. Bon, premièrement, je ne pense pas, je ne connais pas, et je peux dire des dizaines de Oungans, de Mambo Haïti, je n'en connais aucun qui fasse le mal pour le mal, jamais. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe, je n'ai jamais vu. Je connais des Boko, effectivement, qui ne font pratiquement que ce genre de choses. Alors, je voudrais attirer l'attention sur je voudrais que tous les Haïtiens qui ont honte de leur vaudou lisent un livre admirable qui est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française et qui s'appelle La sorcière de Jules Michelet. Jules Michelet, parlant de l'énorme lutte des sortes d'inquisition chrétienne contre ce qu'on a appelé la sorcellerie du Moyen-Âge, enfin, je répète qu'il y avait des dizaines de millions de victimes en Europe. Il appelle son livre La sorcière. Et c'est un ouvrage qui est tiré uniquement des actes judiciaires. Il ne sert pas à fabuler, ce n'est pas du roman. Ce sont des textes qu'on a retrouvés. Jules Michelet, dans son livre La sorcière, dit « Ce sont les persécutions qui rendent la sorcière méchante. Ce sont les persécutions qui font que la sorcière joue le jeu, s'inscrit dans un jeu, devient le diable par opposition à Dieu. Quand il n'y a pas de persécution, il n'y a jamais de gens comme ça. Je crois que les persécutions catholiques à Haïti, je parle de l'abominable période dite de la campagne des rejetés ou de la campagne anti-superstitieuse, ont contribué effectivement à la prolifération des bocaux de mauvaise qualité. Je crois que la campagne insensée de certaines sectes protestantes, je ne parle pas de tous les protestants, donc beaucoup sont parfaitement estimables, je parle de certaines sectes protestantes que j'ai vues provoquer les gens. Je crois qu'effectivement, ce genre de persécution risque de gauchir le vaudou. Sinon le vaudou, pas dans son essence, mais en tout cas certaines personnes qui sont en marge, qui sont à la frange du vaudou. Ça, j'en suis tout à fait persuadé. Je vais citer un exemple. Il y a une petite ville très jolie qui porte un nom de ville française à Haïti. Je n'en dirai pas plus. J'ai eu une longue conversation avec le maire de cette ville. Il me disait, pourquoi ne venez-vous pas dans notre ville? Je lui ai dit, j'irai avec le plus grand plaisir, monsieur le maire, rien ne me fera plus plaisir que de visiter votre ville. Et il m'a dit, mais je vous préviens d'une chose, hein. Chez nous, nous ne tolérons ni Oungan ni Mambo. Nous devons respecter la vieille loi, le vieil règlement, qui fait qu'on n'a pas le droit de faire d'autre chose que des danses profanes. Je lui ai dit, je trouve ça surprenant, parce que les conversations que j'ai eues avec le docteur Duvalier, pour lequel j'avais à la fois la plus grande admiration et le plus grand respect, n'allait pas du tout dans ce sens-là. Le docteur Duvalier défendait le vaudou en tant qu'une religion, au même titre que le catholicisme, au même titre que le protestantisme, au même titre que l'islam. Tout ça, c'est fini. Nous ne tolérons pas ça. Et ce monsieur, comme par hasard, faisait de la magie. Comme par hasard.
Et comme par hasard, dans sa ville, il y avait plein de magiciens, on faisait des tables tournantes, on regardait l'avenir, on faisait des petites poupées transpercées, etc. Toutes choses qui n'existent pas dans le vaudou. Vous n'avez jamais vu Jean-Dominique dans aucun temple, ces fameuses poupées vaudou dont nous parlent les Américains. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie, n'est-ce pas, sauf dans les shops pour touristes. Et comme par hasard, donc, dans cette ville, il y avait une énorme prolifération de la magie. Je pense que lorsqu'on veut détruire le vaudou, naturellement, c'est remplacé par... puisque ça correspond à un besoin. Alors on remplace ça par autre chose, et cette autre chose, comme ça n'est pas basé sur une très ancienne tradition, comme il n'y a pas d'initiation, l'initiation ayant pour but, tu l'as bien compris, d'épurer les êtres et de leur empêcher de faire le mal, et de faire en sorte qu'ils ne puissent pas, je cite toujours la phrase de Gros Roche, le Hongan, qui est le papa-feuille de Mathilda, disant, avant d'apprendre à faire le mal, il faut apprendre à faire le bien. Et ensuite, on s'aperçoit que la main gauche est aussi bonne que la main droite. Mais il s'agit de sa réfréner ses passions, il s'agit de ne pas se servir de sa main gauche pour régler des comptes personnels de qui que ce soit, mais simplement pour se défendre. Il est certain que la main gauche, les Hongrois s'en sont servis contre les Français pour obtenir la libération du pays. La main gauche a joué au bois caïman, de même que la main gauche a joué avec Charlemagne Perrault pour lutter contre l'occupation américaine. Et là, elle a été très importante et très utile. Qu'est-ce que ça aurait été? Alors qu'à ce moment-là, les prêtres catholiques, les pasteurs protestants disaient « Acceptez, mes enfants, votre rôle d'esclave, vous serez récompensés au paradis. » Oui ou non? Ou pendant l'occupation américaine en chair, je l'ai lu dans les livres du président Duvalier, alors que les prêtres catholiques et les évêques catholiques en chair faisaient des mandements pour applaudir l'occupation étrangère, la main gauche du vaudou entrait dans le combat. Alors là, justement, il faudrait un petit peu expliquer aux auditeurs que ce que nous appelons la main gauche, il faudrait rétablir les choses. Quand Claude Plançon parle, et dites que vous n'êtes pas d'accord si vous ne l'êtes pas, quand Claude Plançon parle de la main gauche luttant pour notre liberté, notre libération de peuple, il fait allusion aux lois Pétro, aux lois Congo et aux Andorres qui, sous les drapeaux desquels nos marrons, nos armées indigènes ont pu conquérir notre liberté. Bon, alors c'est bien clair cela. Et c'est par extrapolation que les mêmes drapeaux Pétro, Congo et Andorre sont appelés main gauche. Mais il y a là une confusion. Ce n'est pas la main gauche du Bokor. C'est justement toute cette légion de lois dont la colère sacrée permet à un peuple de retrouver son indépendance et son identité. C'est bien cela que le plan. Ça m'entièrement d'accord. Bon, alors là, il ne faut pas confondre les choses. Il faut bien préciser. Mais puisque nous y arrivons à ces Andorres, à ces Pétro, et que Claude Plançon a été peut-être l'un des premiers, hein, peut-être l'un des premiers, je ne sais pas si de l'autre côté de la barrière Kerboul n'a pas essayé de gratouiller par là. Mais lui, c'est la main gauche de la littérature. Hélas, hélas, hélas. Non, mais Claude Plançon, vous avez décrit très objectivement, je ne cherche le mot, très courageusement, non, très dangereusement peut-être, hein, à vos risques et périls, une cérémonie Zobop dans votre livre. Un chapitre, et même 2 chapitres consacrés à cette cérémonie Zobop. Le passeport obtenu, le chemin parcouru, l'arrivée au lieu dit, les différents barrages que vous avez franchis, les douanes, etc. Et puis la cérémonie elle-même. Bon, alors, et ensuite le retour et l'évanouissement. C'était un rêve. Tout le monde l'a dit, c'était un rêve. Le Plançon, il faut fouiller loin pour assister à une cérémonie Zobop. Hein? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai attendu 12 ans. 12 ans. Et j'avais des contacts nombreux avec des membres de sociétés secrètes, comme en Afrique, où j'avais déjà eu des contacts avec les membres des sociétés secrètes, qui sont des gens parmi lesquels il y a des gens tout à fait remarquables et tout à fait de haute qualité. Oui, j'ai eu le plus grand mal à assister à une cérémonie Zobop, et oui, j'y ai vu des choses tout à fait extraordinaires. C'est vrai. Je dois dire que je les ai rapprochés de certaines choses extraordinaires que j'avais vues en Afrique. Je vais revenir aux histoires de Charlemagne Perrault, je vais revenir au bois caïman, je vais revenir à la lutte contre l'oppression des colons. Disons à nos traditions révolutionnaires. À vos traditions révolutionnaires, je suis, pour ma part, tout à fait persuadé que les Zobop ont joué un grand rôle. Je suis persuadé que ces sociétés secrètes sont essentiellement, même quand elles font peur. En vérité, j'attends toujours qu'on me fournisse la preuve qu'ils ont tué qui que ce soit. Je parle de parmi les paisibles habitants. Je n'ai encore jamais eu l'ombre d'un début de preuve. Lorsque M. Seabrook a menti en disant qu'il y avait des sacrifices humains à Haïti,
Il a été forcé, au dernier jour de sa vie, de dire qu'il n'avait jamais rien vu de ce genre et qu'il avait inventé ça pour faire vendre son livre. Moi, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais eu l'ombre d'un début, d'un commencement de preuve qu'il y ait eu des choses de ce genre. Ce que je crois, ce que je suppose, car je ne fais pas partie des hommes, encore, peut-être j'en ferai partie un jour, ce que je suppose, c'est qu'il s'agit des groupes d'autodéfense du vaudou. Il s'agit des groupes qui sont là pour nous faire respecter lorsqu'on nous manque de respect. Alors, on ne fait que nous manquer de respect. Ça n'a jamais cessé. Les chrétiens ont eu les Templiers, que je sache. Les confréries musulmanes ont combattu elles aussi pour défendre les lieux saints. Leurs lieux saints contre les autres lieux saints. Je ne vois pas pourquoi les vaudouisants seraient les seuls, sous prétexte qu'il n'y a pas de dogme dans le vaudou, sous prétexte que le vaudou respecte toutes les religions, car nous vaudouisants avons le plus profond respect pour le christianisme, le plus profond respect pour le judaïsme, le plus profond respect pour l'islam, et nous le prouvons tous les jours. Il y a des saints catholiques dans notre bâti. Et quand nous avons des contacts avec les musulmans, ce qui nous est arrivé, ou avec les juifs, ce qui nous est arrivé, nous avons toujours eu le plus profond respect. Je voyais encore l'autre jour dans une caille mystère une gravure, une lithographie qui représentait Moïse, c'est-à-dire le créateur du judaïsme en définitive. Nous avons donc le plus profond respect des autres. Mais il y a des moments où le vaudou ne mourra pas. Je suis heureux d'avoir cette occasion de parler à une radio haïtienne, dans ce peuple que j'admire et que j'aime tellement. Le docteur Duvalier m'a bien voulu me dédicacer une photo en disant que quand je voudrais, je pourrais être haïtien, qu'il considérait que Haïti était ma seconde patrie. Eh bien, je voudrais dire que le vaudou ne mourra pas malgré toutes les persécutions. Il les a toutes surmontées. Et peut-être que les Obopis ont joué un rôle. Je voudrais qu'on essaye d'y réfléchir. Je n'affirme rien. Je ne sais pas. Quand je ne sais pas, je ne dis pas. J'ai vu, c'est tout. J'ai vu quelque chose. Et je voudrais rappeler que ce que j'ai vu, nous avons des milliers de témoignages sur des choses semblables s'étant passées en Europe. Les hommes volants, les inquisiteurs du Moyen-Âge en citent des milliers de cas. De même, les mystiques chrétiens, avec phénomène de lévitation, sont courants. Pourquoi ça n'existerait pas dans le vaudou? Nous prétendons que le mysticisme vaudou est le plus ancien mysticisme du monde, qu'il est bien antérieur à toutes les religions dites révélées. Dieu s'est révélé aux hommes bien avant qu'il y ait d'autres révélations. Vous le savez bien, dans le cœur des hommes, il s'est révélé toujours. Je trouve qu'au lieu, une fois de plus, de commencer par voir le mal et inventer des histoires, enfin, rappelez-vous, quand on a voulu persécuter les Juifs, on disait qu'ils crucifiaient tous les uns petits garçons chrétiens. C'est toujours la même histoire. La lutte contre les religions dites païennes a toujours été menée de la même manière, et les chrétiens ont toujours dit que les autres personnes faisaient des sacrifices humains abominables sans en donner un début de preuve. Moi, je suis un Celte, je suis un Breton. On a toujours raconté que dans nos vieilles religions celtiques, on faisait griller des enfants. Vous savez bien que ça n'est pas vrai. Et je crois que les fameux crimes des